Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Je profite de ce moment, puisqu'il est encore temps, pour vous souhaiter une très belle année 2023 au nom de toutes les équipes de la Gazette. Donc la Gazette des communes, ce sont plus de 300 formations chaque année, avec 1000 sessions programmées, 200 formateurs, et puis des formations qui sont agréées pour la formation des élus. Vous êtes nombreux ce matin à nous suivre et je vous en remercie. Disponibles donc sur mon compte élu et qui bien sûr sont certifiés Calliope comme il se doit. Voilà, sur des thématiques diverses et variées, une nouvelle thématique transition climatique notamment, qui a beaucoup de succès, et la formation des élus locaux à travers un site dédié eluacademy.fr qui vous permet de vous former 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand votre emploi du temps vous le permet. Et puis, nouveauté cette année, un parcours top leader territorial, donc un parcours de formation destiné aux cadres de haut niveau en collectivité, un parcours innovant de 3 mois en discontinu. Ce sont 35 heures qui vous permettent d'exercer votre leadership, d'affirmer votre posture et de s'affirmer avec conviction et diplomatie au sein de votre collectivité, tel que vous devez le faire à travers les différents sujets que vous avez à gérer. Donc, nous sommes ce matin pour cette table ronde autour de la réduction des ressources des collectivités et des pistes de solutions possibles avec 4 intervenants que je remercie d'être présents. Donc, 4 intervenants, Gwenaëlle Leblond-Masclet, qui est directeur général adjoint de Presse Métropole, Céline Châtelain, qui est maître de conférence HDR en sciences de gestion et qui est chaire Optima IAE Pau, Philippe Laporte, qui est DGS de Montauban et qui est référent du réseau gestion publique locale, l'association des administrateurs territoriaux de France. Et enfin, Gilles Desmoulins, qui est directeur adjoint de Sciences Po Rennes et qui est maître de conférences en droit public et ex-élu, donc qui connaît bien vos problématiques. Donc, je vais leur laisser la parole. N'hésitez pas à poser tout au long du webinaire vos questions grâce au petit module que vous avez à disposition et je leur relayerai à l'issue de leurs interventions. Voilà, je laisse la parole à nos experts. Je vous souhaite un très bon webinaire et rendez-vous à la fin pour relayer les différentes questions qui auront été abordées. Merci à tous, à tout à l'heure. Un grand merci à vous, Laurence, pour cette invitation. Et comme vous le disiez, on a fait le choix, fort du succès, et on vous en remercie, de la table ronde que nous avions organisée l'année dernière à la sortie de la loi 3DS, de réitérer ce format avec nos partenaires universitaires, Sciences Po Rennes, la chaire Optima, mais aussi la ATF, autour de cette question. Alors, dans une préoccupation qu'on a pensée il y a quelques mois déjà et qui nous a animés tout au long du semestre dernier, qui est celle de savoir comment est-ce que, dans une période à la fois de sortie de crise sanitaire, de crise internationale sur fond de guerre en Ukraine, comment est-ce que, au regard de tout ça, la situation des collectivités locales allait évoluer. Alors, on a fait le choix d'abord d'attendre, d'y voir peut-être un petit peu plus clair au regard de ce que nous apporte la loi de finances pour 2023, mais aussi d'essayer non pas simplement d'être sur un strict champ financier, mais de faire le lien entre cette question qui est celle des finances locales et la question du pilotage des collectivités locales, à la fois sous l'angle du management des ressources, du rythme de nos projets. Et peut-être, si je me fais fort d'inaugurer cette séquence en donnant quelques éléments de cadrage pour alimenter la réflexion, peut-être que les uns et les autres, on partage pour 2023 des sources d'inquiétude, avec un point d'interrogation, parce que finalement, le contexte est très incertain
Et je crois que ce que nous partageons tous, c'est en quelque sorte le fait d'être peut-être un peu encore dans le brouillard sur la manière dont va se dérouler l'année 2023, mais aussi dont vont se dérouler les années suivantes. Alors, on a un contexte de ce début 2023 qui est quand même marqué, je pense qu'on l'a tous bien en tête, par une poussée inflationniste. D'abord sur les prix de l'énergie, mais également du fait peut-être d'un manque de ressources humaines dans un certain nombre de secteurs, le BTP notamment, qui amène à une vraie interrogation sur le fait de savoir si on n'est pas face à un risque de stagflation et derrière la stagflation de récession. Peut-être, sans vous abreuver de chiffres sur le sujet, en retenir deux, trois. L'analyse de la Banque centrale européenne, d'abord, à l'échelle de la zone euro, qui fixait une prévision de croissance 2022 à 3,4% et qui envisage une croissance 2023 à 0,5%. Donc on retrouve là le premier élément, qui est un élément lié à une croissance qui continuerait de progresser à un rythme très très faible, pour ne pas dire qui s'arrêterait. Et dans le même temps, la même BCE envisage une inflation prévisionnelle à 6,3%. Alors vous allez me dire, ça c'est à l'échelle de la zone euro. Regardons ce qu'il en est en France. La Banque de France fait une analyse assez similaire. Croissance 2023 aux alentours de 0,3%, donc proche de zéro, tandis que l'inflation serait de 6%. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il en est pour les finances publiques? Qu'est-ce qu'il en est pour les finances locales? Un projet de loi de finances marqué par une recherche de retour progressif à l'équilibre, des signaux positifs peut-être autour du fonds vert, et puis une situation politique qui a amené aussi à ce que la loi pluriannuelle de finances publiques ne soit pas encore adoptée, que les projets qui étaient ceux du gouvernement, par exemple autour des contrats de confiance, n'aient pas été validés sur le plan parlementaire. Paradoxalement, les collectivités locales restent dans une bonne santé financière. L'Observatoire des finances et de la gestion locale identifiait par exemple que en 2021, l'épargne brute des collectivités, toutes collectivités confondues, était plutôt repartie à la hausse, avec des recettes qui étaient au-delà des dépenses. Alors, dans ce contexte, et peut-être je vous invite à vous pencher sur la slide que nous avons à l'écran, quelques repères conceptuels avant de rentrer dans le très concret sur ce sujet. Et ces éléments, on les doit notamment à Marcel Guénoun, qui, ne pouvant être présent aujourd'hui, m'a autorisé à les utiliser. Si on essaye de regarder derrière ce terme un peu théorique qu'il y a de management de l'austérité, quelles sont les différentes pistes qui sont à la main du décideur local pour essayer de travailler à un ajustement, à un contexte qui serait celui d'une réduction de ses ressources, d'une réduction de ses marges de manœuvre. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement variés, qui forment un continuum de stratégies possibles, depuis le discours et sa dimension performative. Je dis qu'on va diminuer, donc du coup, on arrive par une dimension performative à diminuer, le jeu d'écriture, qu'est-ce qu'on va mettre en investissement, qu'est-ce qu'on va mettre en fonctionnement, est-ce qu'on va débudgétiser, l'externalisation, la mise en stratégie des objectifs, l'optimisation des ressources, l'ajustement des livrables ou encore la tarification, le recours à la fiscalité pour financer cet ajustement. Et donc, en fonction de l'appétence qui sera la sienne ou pas à un certain nombre d'éléments, et notamment à la réduction du service d'une part, au changement organisationnel d'autre part, le décideur local aura quelques stratégies possibles. Retenons-en 4 possibles. La stratégie du rabot à périmètre constant qui permet sur les dépenses existantes de venir s'ajuster. La stratégie de la réduction de l'offre qui touche directement le service public et parfois les plus fragiles. La stratégie du retranchement qui va consister à essayer de plutôt trouver des stratégies alternatives à la réduction du service public par la fiscalisation, par l'ajustement des prévisions, par l'échelonnement des budgets, c'est le lissage par exemple des PPI dans le temps. Et puis une stratégie de réorganisation des processus de production, la réingénierie de nos collectivités. Voilà peut-être pour les éléments très théoriques, mais rentrons dans le vif du sujet et écoutons nos collègues experts sur le sujet. Première question que j'aurais envie de vous poser, Philippe, Gilles et puis Céline, c'est
c'est celle du contexte. Est-ce qu'on partage ce contexte et selon vous, quelles sont ces perspectives à court, moyen et long terme pour les finances locales? Alors, je ne sais pas qui veut démarrer. Philippe, Gilles? Je peux démarrer si vous le souhaitez. Donc bonjour à tous. Oui, Gwenaël, comme tu l'as dit, je pense que au-delà des ressources, de la réduction des ressources des collectivités, on est à un moment de bascule où il y a des incertitudes importantes. Enfin, des incertitudes, on a quand même quelques certitudes. On sait que le prix de l'énergie a explosé. On sait de par la loi de finances que la dotation, la DGF, va baisser largement en volume. Enfin, faut redire quelques éléments. La DGF a été augmentée de 320 millions dans la loi de finances 2023. Si on met 7% à la DGF, c'est 1,5 milliard en fait qui a été perdu en euros constants pour les collectivités. Et puis, il faut parler aussi de l'évolution en matière de fiscalité, où il y a une vision un peu malthusienne, où il y a un contexte général depuis plusieurs années, où on va perdre du dynamisme et on ne sait pas tellement quelles vont être nos ressources. Donc, comme tu l'as dit, le contexte, c'est celui avant tout d'une incertitude. Au jour d'aujourd'hui, on sait que oui, effectivement, les collectivités, dans leur ensemble, vont bien, mais je pense qu'il faut aussi différencier, c'est-à-dire que nous sommes exactement comme tous les Français. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui ont des moyens, qui peuvent encore faire des efforts, et il y en a certaines qui sont à l'os, et ce ce changement de paradigme macroéconomique va entraîner, va plonger un certain nombre de collectivités dans des grandes difficultés, comme aussi les Français, enfin la population. Et je pense qu'on pressent et on perçoit auprès de nos usagers cet effet de bascule. Je donnerai juste un exemple, les délégations de services publics. On a des formules d'actualisation sur nos délégataires qui incluent l'inflation. Et donc, on a tous les délégataires qui viennent nous voir en disant bah, la formule de révision, ça fait plus 10, plus 15, etc. Et ils nous demandent de répercuter à l'euro ces formules. Et effectivement, nous, on est, enfin, en tout cas à Montauban, extrêmement soucieux de l'effet qu'il peut y avoir d'accumulation. Voilà, enfin, même pour les agents territoriaux d'ailleurs, hein, on a des demandes d'aide sociale et on a une explosion des demandes d'aide sur les factures énergétiques. Donc ça, c'est quand même le contexte général dont on ne peut s'abstraire. Et en plus, il y a quand même la politique, tu as parlé de la BCE, hein, de renchérissement du crédit. C'est Stiglitz, qui est un ancien prix Nobel de l'économie, qui parlait d'une souffrance inutile, c'est-à-dire cette politique extrêmement de remontée extrêmement brutale des taux, évidemment renchérit le coût des crédits, alors que, enfin en tout cas c'est le diagnostic de M. Stiglitz, c'est que le problème il est plutôt dans les filières d'approvisionnement plutôt que d'une masse monétaire trop importante. Donc quand on est gestionnaire d'une collectivité, effectivement, on est obligé de revoir toute notre prospective financière pour inclure ces nouveaux éléments du contexte. Ça veut dire articuler notre fonctionnement, comme on l'a fait, parce que, comme vous le savez, on a une certaine résilience et on a vécu des baisses de dotation. Je ne vais pas reprendre tout l'historique des baisses de dotation, mais pour faire travailler ce webinaire, je me suis fait un peu d'histoire. En 1998, on était dans un pacte de croissance avec une enveloppe normée qui était plus que l'inflation, etc. Donc là, on est évidemment, après les baisses de 11 milliards et demi, ben on continue, enfin en tout cas en euros constants, et donc ben, il faut s'adapter, il faut faire des plans. Enfin, on parlera tout à l'heure des solutions et de ce qu'on met en place dans les collectivités, mais c'est sûr qu'il faut revoir la structure de fonctionnement, parce que nous, à la différence de la collectivité, on doit être en équilibre réel. Et malgré tout, il faut qu'on continue à développer nos territoires et à financer les projets d'investissement sur le mandat des élus. Donc voilà, alors, je ne veux pas être trop anxiogène, hein, mais ce contexte, on le connaît tous et au quotidien, il faudra qu'on affronte ce hiatus entre une demande de la population, des services à fournir et puis un contexte macroéconomique qui est un peu malthusien, excuse-moi, bon, pas faire trop long sur la BCE, mais un peu aussi une comptabilité d'épicier. On pourra parler aussi du rapport de la Cour des comptes d'octobre qui dresse un bilan intéressant. On peut partager le diagnostic
Après, sur les solutions, on peut avoir un avis modéré. Je te voyais, Gilles, acquiescer aux propos de Philippe et ton regard nous intéresse à la fois dans ta fonction d'universitaire, de chercheur spécialiste de ces sujets, mais aussi avec ta casquette d'ancien élu local. Comment ces choses, elles se vivent au regard de cette double expérience qui est la tienne? Ouais, bonjour à toutes et à tous. C'est pas facile cette question parce que tu nous demandes d'être des devins dans un contexte très incertain, mais c'est voulu. Je te connais et je sais que tu as souhaité cela. Alors à court terme, je reprends les termes de la question, court, moyen, long terme. Court terme, moi je suis pas tellement inquiet pour les collectivités. Alors avec le bémol des situations très différentes, très différentes d'une collectivité à l'autre, hein, selon son intégration dans des intercos, etc. Bon, voilà. Ça peut beaucoup varier. Je suis pas trop inquiet, si ce n'est le problème de l'énergie. À cet égard, d'ailleurs, moi, je suis partisan d'une. Je vois pas comment on peut continuer comme cela avec des tarifs qui seraient pas des tarifs réglementés pour les particuliers, pour les collectivités. C'est trop important aujourd'hui, c'est crucial. C'est soumis à des variations de marché. Et d'ailleurs, ça a beaucoup rebaissé, hein, le prix de l'énergie, alors que maintenant les contrats ont été signés à des niveaux élevés. Enfin, on ne peut pas gérer de façon sereine des collectivités publiques dans ces conditions, à mon avis. Mais c'est un cas, c'est un sujet vraiment à part. Et puis ça dépend aussi de décisions européennes sur ce point. Alors, pas trop inquiet à court terme. Il y a aussi un autre risque, si je mets de côté l'énergie, c'est le système de financement des collectivités. Aujourd'hui, quand on supprime de la fiscalité, et ça, c'est une bonne presse, ça, hein, on supprime l'impôt, voilà. Mais il faut le remplacer au niveau des ressources, bien évidemment. Et la solution miracle, entre guillemets, de ces dernières années, c'est remplacé par une fraction de TVA, un impôt national. Là, les collectivités dépendent effectivement de la TVA, dépendent du niveau de consommation. Donc, on les fait entrer dans une zone de risque. Auparavant, on avait des ressources qui étaient basées sur le capital, en fait, finalement, une position de capital avec des valeurs locatives. Tout le monde savait que les valeurs locatives étaient complètement déconnectées de toute réalité, mais c'est la stabilité. C'est la stabilité et en plus une liberté pour faire varier un peu les taux, un peu, parce qu'il y avait quand même aussi une contrainte sur les taux. Là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que certes, c'est pas une dotation, mais quasiment. Et en plus, ça varie en fonction de l'activité économique. Donc là, on a une zone de risque sur le niveau de TVA, même si la consommation se maintient, ça peut être positif même pour les collectivités qui en bénéficient. Sur le moyen terme, je pense qu'il faut quand même de la vigilance, il faut de la prudence. Se méfier, on peut être tenté quelquefois dans les collectivités de dire oui, voilà, il y a des difficultés, mais on a une démarche volontariste, on y va. Oui, on y va, mais de façon quand même réfléchie. Il faut que ce soit tenable et il faut intégrer ce risque qu'on n'intégrait pas nécessairement il y a quelques années, notamment le risque de hausse de taux. Ça change complètement la donne. Faire des investissements ces dernières années, il n'y avait pas trop d'impact, si c'était le fonctionnement de l'investissement en question, mais pas trop d'impact financier, parce qu'on est allé sur le long terme, on faisait payer par les générations futures, voilà, et pas trop de coûts d'emprunt. Là, c'est effectivement, étant donné l'évolution des taux, là aussi un peu incertaine, on sait que ça va augmenter un peu, peut-être que ça va rester même à un niveau pas forcément astronomique, mais quand même avec un impact financier sur les dépenses des collectivités. Donc, une vigilance et une certaine prudence. Au-delà, c'est nécessaire hein, d'avoir des projets, mais peut-être y regarder à deux fois avant de décider des projets lourds, notamment en termes d'investissement. Et alors, sur le long terme, franchement, c'est extrêmement compliqué de terminer. Là, j'ai pas de réponse, quoi. Je vois pas tellement de pistes là pour le long terme. On a vu tellement de changements qui étaient incroyables ces dernières années. Je ne risque pas. C'est important de se le dire et de le partager parce que je pense que pas mal des gens qui nous écoutent aujourd'hui sont confrontés à cette question de se dire bah, effectivement quels sont les éléments un peu de certitude sur lesquels je peux m'appuyer pour établir une prospective qui soit relativement plausible. Céline, sur cette première question des constats, avant qu'on en vienne peut-être aux pistes de solutions, quel regard est-ce que vous portez ?
Alors, merci, bonjour à tous. Je retiendrai les deux ou trois mots-clés de mes collègues qui sont intervenus à l'instant. C'est l'idée de Philippe Laporte d'abord sur le hiatus entre des besoins de territoire, dont l'obligation à l'égard de la chose publique s'impose évidemment, et puis les contraintes fortes que Gilles Desmoulins vient d'évoquer, avec un coût de la dette qui plombe une part des ressources financières, en tout cas du point de vue budgétaire, et puis un impact fiscalité qui peut décourager ou poser quelques soucis. Donc, je ne rajouterai pas de plus de couleurs au tableau, si ce n'est qu'en disant que les projections qu'avait proposé l'Institut Montaigne, qui est un des acteurs influents aussi sur les décisions de politique publique à l'échelle nationale, sur ces projections de 2022-2027, donc calées sur le quinquennat. Il y a quelques chiffres qui sont assez éloquents, avec cette hypothèse de départ qui était de dire de maintenir à minima, de contrôler plutôt à minima la croissance des dépenses publiques, pour que le déficit public reste maîtrisable sur les indicateurs européens, et notamment avec un PIB de 2,7% et des dettes de 114% du PIB. Alors, ces chiffres-là, en fait, ont amené l'Institut Montaigne à faire des projections sur l'impact de cette stabilité de trajectoire, on va dire, de contrôle du déficit, et notamment sur une préconisation qui consisterait, alors ça a un intérêt pour le court terme ou sur les 5 années qui commencent là à s'écouler depuis le dernier quinquennat, à réduire ou à ramener la croissance moyenne, moyenne des dépenses publiques, donc à ramener cette croissance des dépenses publiques à 0,2%, ce qui évidemment impacte aussi les dotations de l'État à l'égard des collectivités. L'Institut Montaigne chiffre en fait ses économies à 70 milliards sur le quinquennat, ce qui correspondrait à peu près 15 milliards par an. Donc, une économie très ambitieuse par rapport à ce qui a pu se faire jusque-là. Et alors, évidemment, quel est l'impact pour les finances locales? L'Institut Montaigne les chiffre à une réduction, en fait, de la croissance des dépenses de fonctionnement de 2,6% actée aujourd'hui à 1,6% par an. Donc, une réduction de la croissance des dépenses. J'insiste bien sur l'indicateur, ce qui... je m'étais amusée à faire un petit calcul, permettrait aux collectivités territoriales de contribuer à 4% à l'effort de ces 70 milliards d'économies attendues sur les 5 ans pour stabiliser simplement déficit et dette publique. Voilà, donc rien de bien positif en fait en réponse à la question posée, mais en tout cas je partage comme mes collègues et comme je pense toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, ce sentiment de perspective de restriction ou de constriction en fait budgétaire qui nous amène peut-être, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, à repenser la façon dont on peut conduire et piloter les politiques publiques. Merci Céline, et vous nous donnez déjà peut-être quelques pistes de réflexion sur cette question qui est celle des solutions. Venons-en à la question 2, Laurence, si vous le voulez bien. Finalement, les gens qui nous écoutent partagent sans doute le constat que vous faites, mais sont là aussi pour essayer peut-être de repartir avec quelques solutions. Alors comment à ce stade les collectivités anticipent-elles la réduction de leur marge de manœuvre? Est-ce qu'il faut, comme vous l'incitiez, Céline, aller travailler sur la question de la dépense? Est-ce qu'il faut au contraire miser sur les ressources, sur la fiscalité? Philippe, tu as fait une proposition ambitieuse avec la ATF sur la TVA, par exemple. Est-ce que ce sont des pistes, ou bien tout simplement, est-ce qu'il faut arrêter d'investir au regard du contexte de taux, notamment? Philippe? Alors, c'est assez simple en fait. Il faut augmenter ses recettes et diminuer ses dépenses. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, donne-nous la formule magique. Les solutions, elles existent. Bon, au-delà de la boutade, comment on fait? On fait comme on fait toujours dans les collectivités. On fait des prospectives, on anticipe les évolutions. Et pour donner un exemple, et je pense que les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui ont fait ça. Et moi, je travaille depuis plusieurs semaines, mois, avec les services, sur des plans d'économie. Alors, on revient sur le rabot, sur des réorganisations, des suppressions de postes, des non-remplacements, des réorganisations. Enfin, ce qu'on sait faire dans les collectivités, puisque nous, on est tenu à l'équilibre réel.
et la fameuse règle d'or, et donc on ne peut pas générer des déficits. Bien, donc ça, effectivement, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'incertitude. On ne va pas se mettre en faillite, à la différence de l'État peut-être, et donc les solutions, on les trouve. De toute façon, on est obligé de les trouver. Donc on va mettre en place, bon, il y a plein de sobriété énergétique qu'on a tous fait, on a réduit les températures dans les bureaux, on a tous travaillé sur des plans comme ça pour faire face à la contrainte qui nous était posée. Après, effectivement, on revoit les programmes d'investissement. Malgré tout, quand on pose, nous, fonctionnaires territoriaux, on est là pour réaliser le programme des élus, avec une ambition, avec parfois aussi des territoires qui se développent. Donc, il faut parfois construire des crèches, il faut parfois construire des écoles, et on est obligé parce qu'on doit répondre à ce besoin de services publics. Et donc aussi, effectivement, il y a un travail sur la dette. Donc, nous, ici, on réunit notre pool bancaire, on va travailler, on va essayer d'optimiser, on va retravailler le profil de dette, voilà, même si évidemment le contexte de la hausse des taux n'est pas très favorable à des renégociations. Et donc après, sinon, on travaille sur l'allongement des durées de dette pour autant qu'on ait des prêteurs. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai le risque, moi, le risque quand les banques nous disent oui, mais les critères de notation des collectivités, ça me fait rire. Il y a 0 risque quand on prête à une collectivité, on est toujours remboursé. Mais comme on prête qu'aux riches, eh bien du coup, ceux qui sont encore en difficulté, ils ont des taux moins intéressants. Donc bon, voilà, enfin c'est le monde économique et la logique économique. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude au niveau, comme l'a dit Monsieur Desmoulins, au niveau microéconomique. Moi, mon inquiétude, c'est au niveau, et tu l'as dit, macroéconomique. C'est-à-dire que, encore une fois, si tout le monde réduit en même temps, eh bien, il y a un effet boule de neige. Bon, c'est une logique qui est celle de la BCE, des normes européennes. Voilà. Mais nous, on est là, on agit sur le territoire, et donc on essaie tous de développer nos territoires. Donc on va devoir trouver le bon équilibre entre une orthodoxie ou en tout cas un certain sérieux financier, parce que c'est aussi la condition dans laquelle les banques nous prêtent, voilà. Et puis, malgré tout, on ne va pas sacrifier l'ambition territoire. On est là pour répondre aux besoins de la population. Et donc, la réalité, elle est quelque part entre ces deux pôles. Essayer, alors voilà, on parlera après des solutions et des perspectives. Et des solutions, j'allais dire, oui, il y en a, mais c'est-à-dire qu'il faut complètement changer de paradigme en matière de ressources des collectivités et particulièrement en matière de fiscalité. On y reviendra. Merci Philippe de ce propos du praticien engagé. Tournons-nous vers nos amis universitaires. Est-ce que cet engagement et finalement cette capacité de continuer à développer le territoire, est-ce qu'elle est encore viable dans ce contexte, Gilles, Céline, ou bien est-ce que tout simplement il faut à un moment savoir replier les Gaules? Céline, peut-être, en premier? Oui, bien volontiers. Alors, effectivement, lorsqu'on est habitué à manger de belles cuillères de confiture, c'est toujours difficile d'y renoncer un petit peu quand on est habitué à un confort et à un modèle surtout de fonctionnement. Le problème que l'on rencontre depuis plusieurs années n'est pas nouveau. Alors, les crises successives, type énergétique, confinement, etc., et pandémie, accentue le trait, mais il y a très probablement, pour répondre à la question de la part des collectivités, de gros efforts d'imagination qu'impose en fait le contexte, comme le disait tout à l'heure Philippe Laporte, sur comment créer de nouvelles recettes à travers le développement du territoire, parce que évidemment quand on apporte un terrain à une entreprise ou à un collectif qui vient générer de la valeur publique, il y a un effet positif sur les recettes du territoire. Donc il y a un effort imaginatif sur ce plan-là. Les solutions vont être abordées probablement par Philippe tout à l'heure. Et puis cette constriction budgétaire qui contraint en fait qui nous contraint à continuer de penser dans un schéma de logique budgétaire équilibrée. Comme l'a dit tout à l'heure très justement Philippe Laporte, c'est que la règle d'or, c'est l'équilibre, on n'a pas à être endetté et à partir de là, on est obligé de réduire le chauffage, voire de le couper. J'étais en amphithéâtre hier, je vous assure, pour mes étudiants,
assis toute la journée à absorber beaucoup de connaissances. Quand il fait peu dans la salle, on se pose la question de la chose publique quand même. Mais effectivement, il y a ces efforts, de renonciation pour un temps, peut-être, qui s'imposent à nous. Mais j'insiste beaucoup sur l'effort imaginatif dont font preuve les collectivités pour trouver d'autres façons de créer de la valeur publique, génératrice budgétairement de choses positives. Voilà. Vite là-dessus. Un mot sur les recettes. Bon, je pense qu'il n'y a pas de, si ce n'est le développement, mais le développement dans un premier temps, ça coûte avant d'avoir les fruits de ce développement. Donc, dans un premier temps, effectivement, comme ça a été dit, il y a une optimisation à faire et des économies à faire de fonctionnement quelquefois. Bon, ça reste quand même à la marge parce que très vite, on a froid, quoi. C'est tout bête, mais les gens se plaignent, etc. Donc, bon, mais ça, c'est pas tellement, ça a trouvé ses limites. Voilà, c'est ce que je veux dire. Au niveau fiscal, déjà, j'avais, comme on indiqué, pas tellement de marge, on n'a pas la main sur le curseur. Donc, on subit la fiscalité reçue, si ce n'est sur le foncier. Bon, on ne va pas non plus accentuer de façon illimitée la taxation sur le foncier. Il y a peut-être une vigilance à avoir, ou plutôt peut-être une optimisation, c'est qu'on fait payer plus les gens, mais sur les redevances, notamment sur le bloc communal, il y a pas mal de redevances pour les services publics. Bon, peut-être quelquefois, peut-être que le prix demandé est peut-être trop bas, etc. Donc là, il y a peut-être quelquefois trop élevé, mais enfin, il y a peut-être quelque chose à voir. C'est souvent, dans le cadre des collectivités, je reprends mon passé d'élu, une tendance à voter ça rapidement, à dire voilà, cette année on va mettre 2% de plus, puis bon, on se pose pas la question finalement combien on paye un service, où est-ce qu'on le paye, est-ce qu'on fournit ce service gratuitement ou pas. Voilà, il y a peut-être une petite marge à ce niveau-là. L'analyse financière, à mon avis, c'est essentiel. Il faut que la collectivité vraiment soit au clair, une analyse objective, soit bien conscient de ses atouts, de ses faiblesses. Ça, c'est la base pour pouvoir prendre des bonnes décisions et anticiper justement la baisse de marge de manœuvre. Sur les investissements, on parle des dépenses. Alors les dépenses de fonctionnement, difficile d'aller à un moment donné, on peut faire plus avec moins, mais c'est très compliqué. Et ça trouve ses limites. Sur les investissements, je pense qu'il faut être prudent. Certes, Philippe Laporte a indiqué, les agents sont là pour réaliser le programme des élus. Ils sont là aussi, je crois, pour dire aux élus attention, ça passe pas. Ça peut pas passer. Ou alors, d'ici 10 ans, vous n'allez pas faire d'investissement parce que ce sera plus possible. Vous allez avoir, même ne serait-ce que les indicateurs d'endettement, ce ne seront plus bons du tout et vous ne pourrez plus le faire. Donc, il y a un devoir d'information aussi des élus qui ont pu croire quelquefois, ou qui peuvent croire que c'est de l'argent facile. C'est plus le cas, c'est plus de l'argent facile. Garder quand même une priorité sur les investissements environnementaux. On a des bâtiments publics c'est pas bon du tout. On a pris du retard. Peut-être qu'on a fait des mauvais choix d'investissement. On est allé construire du neuf. On avait un existant qui était pas bon. Peut-être que la priorité, c'était aussi d'améliorer l'existant et pas accumuler du patrimoine qui soit de mauvaise qualité. Moi, je suis assez surpris quelquefois dans des collectivités de voir, même s'il y a une nouvelle salle de sport, par exemple, qui peut être nickel, d'avoir des équipements, une école, une crèche, on en parlait aussi, mais une salle de cantine qui sont des préfabriqués, qui ont été construits dans les années 70. C'est pas bon, il y a des priorités. Il faut bien définir des priorités en matière d'investissement. Peut-être qu'avant de faire une piste d'athlétisme, on refait la cantine et on l'isole. Ça, c'est là aussi, c'est peut-être moins, comment dire, moins clinquant, moins bling bling, mais c'est utile et on est vraiment dans le cadre du service public. Il faut aussi penser, là, on a souvent échangé avec Gwenaëlle sur ce point, que lorsqu'on fait des investissements, même de façon volontariste, on a un impact sur le fonctionnement. Et ça, il doit être, à mon avis, beaucoup plus analysé, parce que quelquefois on est surpris. Alors, je ne parle pas des piscines, qui ont un impact affreux sur le fonctionnement, mais il y a eu aussi d'autres investissements, mais il faut y penser beaucoup, plus qu'avant peut-être. Ça se combine également avec le souci de protection de l'environnement. Peut-être travailler aussi sur les collectivités doivent être exemplaires, à mon avis, là-dessus, sur des bâtiments énergie positive, etc. On peut le faire et on aurait dû le faire beaucoup plus ici dans
cette gestion de patrimoine. Merci. Alors, j'ai noté être prudent, se réinterroger, savoir s'outiller, anticiper par la prospective notamment, revenir aux fondamentaux. Et finalement, derrière cette question des fondamentaux, moi, il y a une question que j'avais envie d'amener aujourd'hui dans la réflexion, c'est celle de quelle est la bonne taille de nos organisations, non pas en termes de nombre d'habitants ou de masse salariale, mais en termes de positionnement dans l'adéquation entre nos ressources d'un côté et nos dépenses de l'autre. Alors, on a parlé tout à l'heure de résilience dans son dernier ouvrage qui s'appelle L'âge de la résilience. Jeremy Rifkin reprend des réflexions de sciences de gestion qui ont été, par exemple, amenées, Marcel Guénoun me le rappelait l'autre jour, par Karl Weick, autour de la question des organisations à haute fiabilité. Et finalement, Rifkin oppose deux notions, la notion de performance animée par le Lean et finalement, au cours des 20 dernières années, on a surtout beaucoup fait ça en collectivité, s'interroger sur la performance, essayer d'aller chercher presque jusqu'à l'os nos organisations. Et Rifkin oppose la notion de résilience à cette notion de performance, et en disant, si on veut pouvoir résister aux chocs qui sont les nôtres, chocs économiques, chocs environnementaux, chocs politiques, peut-être qu'il nous faut finalement une organisation qui maintienne un petit peu de gras, parce que quand on est absolument maigre, finalement, peut-être qu'on est moins résistant. Ce qu'on appelle en sciences de l'organisation le slack, me semble-t-il, Céline. Alors, en préparant cette réunion, ce webinaire, moi, elle dit, là, il y a un sujet passionnant. Est-ce qu'on peut vous entendre un peu sur ce sujet? Finalement, jusqu'où est-ce qu'il faut aller dans cette logique de cure d'amincissement généralisé des collectivités, avec, Philippe nous le dira sans doute, les effets que ça a sur l'État, et que les élus locaux lisent dans leur relation avec les services de l'État au quotidien, peut-être. Oui, en effet, la résilience, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis le confinement d'ailleurs, alors sur des considérations plus d'organisation publique que du territoire. Néanmoins, les concepts sont les mêmes. Donc effectivement, Karl Weick fait partie des auteurs de référence. Je voudrais revenir, parce que la résilience est liée, vous l'avez dit tout à l'heure, Gwenaëlle, au contexte de crise dans lequel on est. Et là, je me fais l'obligation morale et déontologique aussi de citer Edgar Morin, qui avait fait un petit ouvrage, un essai sur la crisologie dans les années 70, donc qui date pas d'hier. Notre sociologue français ayant 102 ans cette année, il a une certaine longueur de vue et apporte beaucoup à la compréhension de la manière dont la crise, en fait, et il le dit un peu comme ça, je n'ai pas la citation précise en tête, mais que les contextes de crise sont des moments vraiment des moments précieux de diagnostic en fait de nos modes de fonctionnement, de la façon dont on fonctionne. Et la résilience, elle, relève, alors Rifkin propose de la définir comme une capacité à restaurer un monde viable ou vivable après différentes crises et à être ouvert au monde et à de nouvelles expériences. On peut revenir sur le concept de résilience avec un auteur encore plus ancien qui influence beaucoup les sciences de gestion, qui est Darwin. Darwin qui a travaillé sur la compréhension de l'évolution des espèces. Un ouvrage que tout le monde a en tête dans son cursus sûrement. Et Darwin dit quoi? Darwin nous enseigne quand même que l'observation des organismes vivants, donc si je prends les organisations, que ce soit une commune, une intercommunalité, une région, un État, une association, un hôpital, enfin, vous voyez, tout type d'organisation. Si on fait ce parallèle prudent avec le principe de Darwin, c'est de dire que finalement, l'organisation, quelle qu'elle soit, de la décision de politique publique, je vais la prendre comme ça, s'inscrit dans un contexte qui peut faire l'objet de plusieurs types de variations. Et ce que dit Darwin par rapport aux variations de l'environnement, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a des variations liées à des facteurs nuisibles qui vont amener
les organismes à y répondre et sinon à disparaître, hein, c'est la thèse de Darwin. Alors dans les facteurs nuisibles, si on fait le parallèle pour nous, on est sur la dégradation des ressources desquelles on dépend, l'eau, l'énergie, le climat, enfin on voit bien qu'on est dépendant de ressources qui s'amenuisent ou qui se dégradent. L'inflation qui vient en tant que facteur nuisible interroger, nous amener à diagnostiquer dans ce contexte de crise nos logiques budgétaires, nos fonctionnements budgétaires, et donc évidemment à imaginer peut-être des alternatives. Puis il y a des facteurs qui sont plutôt favorables. Là, on peut penser qui aident l'organisme vivant et nos organisations, et donc peut-être la prise de décision de politique publique aussi, à s'inspirer de ces facteurs positifs de l'environnement. Et là, on observe sur nos territoires des initiatives locales multiples, des forces vives, des citoyens qui sont prêts à changer, à être dans la sobriété, par exemple, à appuyer on parlait tout à l'heure de l'habitat, des projets de construction d'éco-habitat avec des logiques de partage, de différentes prestations entre les habitants eux-mêmes. Donc, on a à la fois des facteurs nuisibles en contexte de crise, mais aussi des facteurs favorables qui nourrissent notre capacité à la résilience. Et je reviendrai sur cette capacité d'adaptation parce que, en fait, on identifie scientifiquement 2 niveaux d'adaptation ou de résilience. Une résilience qu'on appellera passive, qui consiste à absorber le choc, d'abord. On fait tout ça. Donc, je dirais que la réponse budgétaire qu'on évoquait tout à l'heure relève de cette résilience passive. On absorbe le choc par des rabots, autant qu'on peut encore raboter quelque chose, avec peut-être la conséquence qui est de considérer que les moyens deviennent la fin et que finalement les politiques publiques vont être ajustées en conséquence. Peut-être une logique qui inverse l'idée que les politiques publiques sont les fins et les moyens restent, donc notamment la logique budgétaire, reste le moyen d'atteindre ces fins. Donc la résilience, dans sa phase passive d'absorption des chocs, nous amène peut-être à ces comportements logiques qu'on évoque depuis tout à l'heure, de court terme aussi, et où la logique budgétaire a son sens. C'est par là qu'on va piloter le choc d'abord. Mais il y a aussi une résilience dite active qui est souvent mise en évidence dans un deuxième temps, qui consiste à ce qu'on appelle une résilience d'adaptation, une résilience de renouvellement aussi, qui va consister peut-être à penser autrement la fabrique de la décision publique. Et là, j'ai une source d'inspiration qui me taraude beaucoup dans mes lectures en tant que chercheur, c'est l'ouvrage, et plus largement la pensée de Dominique Méda, sociologue, qui évoque la post-croissance. Et peut-être là, une question se pose, comment peut-on repenser la fabrique de la décision de politique publique et son pilotage dans une logique de post-croissance et non plus de croissance. Tout à l'heure, je crois que c'était Philippe Laporte, rappelait que la croissance faible prévue est de 0,4%, très anxiogène, que l'inflation est de 6%, donc il va carrément à l'encontre de tout effort ou de tout espoir de croissance. Par conséquent, peut-être faut-il changer de paradigme, vraiment de pensée du monde, et notamment sur la post-croissance, revenir à nos territoires sur ce qu'est un territoire, ce patrimoine naturel, cette cohésion sociale, et commencer par transformer le management par les ressources vers un management, et là on serait dans de la résilience active, innovante, inventive même, j'ose dire, d'un management par la stratégie, d'un management stratégique, véritablement, des politiques publiques. Redonner au patrimoine naturel sa valeur, qui ne nécessite pas forcément d'être dans une logique de croissance d'ailleurs, pour revenir sur le concept de post-croissance, ou sur les priorités stratégiques de cohésion sociale qui relèvent de l'effort en matière de choses publiques. Voilà. Merci, passionnant Céline de faire ce lien entre les finances locales et cette approche écosystémique
sur laquelle je partage votre point de vue. Alors, comme le temps passe, j'aurais envie, Philippe, Gilles, de vous interroger à la fois sur cette question très pratico-pratique que Céline ouvre. Pour être efficace demain, serait-il urgent de garder un petit peu de gras? Et puis, d'ouvrir aussi la dernière question de cette table ronde, c'est-à-dire, et derrière tout ça, Céline le disait tout à l'heure, quel est l'effort imaginatif? Comment est-ce que, via l'innovation, on peut éventuellement créer de la valeur? Alors, pour parler du concept de résilience, je ne voudrais pas qu'il se mue en concept de résignation. On parle de la France, on ne parle pas d'un pays sous-développé, on parle d'un pays qui n'est plus autosuffisant en énergie. Donc il y a eu un moment des décisions publiques et il y a eu des décideurs publics qui ont mené des politiques et voilà. Donc je pense que le taux d'intérêt décidé par la BCE, c'est une décision sur laquelle on agit aujourd'hui et maintenant. Donc moi je suis un peu inquiet d'une évolution un peu mortifère où effectivement il ne s'agit pas évidemment de faire n'importe quoi, il faut être sobre, il faut préserver les ressources naturelles, mais la petite musique de résignation en disant il n'y a pas le choix, there is no alternative, hein, comme vous savez, eh bien je pense qu'on peut la contester. Tout ça, c'est des décisions humaines et il y a une logique aussi. Il y a une logique quand on dit eh bien, les collectivités dépensent trop, donc c'est inscrit comme ça dans le rapport de la Cour des comptes, donc on va baisser leurs recettes, leurs ressources, et comme ça on va contraindre la dépense. C'est écrit comme ça dans le rapport de la Cour des comptes. Moi je voudrais parler, pour terminer, de la fiscalité, parce que pour moi c'est une question importante, parce que c'est une question qui est devenue trop technique, on parle voilà, et pas suffisamment démocratique. Aujourd'hui, on a un ensemble sur la fiscalité locale qui est baroque, qui est sédimenté, qui est illisible, où on a transféré des ressources et où on a, par une décision tout à fait démagogique, décidé de supprimer la taxe d'habitation. Donc c'est 22 milliards. Moi, je ne sais pas, mais l'État est en déficit de plusieurs dizaines, donc 160 milliards maintenant. Et donc on dit le plus urgent, c'est de se priver de ces recettes. Enfin, nous, dans nos collectivités, si on faisait ça, évidemment, on dirait que ça ne va pas. Donc, je pense qu'il faut reposer ces questions et en termes il faut un débat démocratique. Donc, ça nécessite une certaine vision, un certain courage. Gwenel, tu l'as mentionné. Je pense qu'il faut refondre complètement ce système. Le rapport de la Cour des comptes, d'ailleurs, nous y invite sur la partie fiscalité. Donc, je pense qu'il faut, en tout cas, nous, à la LTF, on a fait un certain nombre de propositions depuis 2020. Donc, ça veut dire que ces débats, de toute façon, toutes les associations d'élus les portent aussi. On pourrait imaginer, puisqu'on a supprimé la TH, maintenant, il faudra en finir avec les 2 dernières des 4 vieilles et refondre la fiscalité locale sur une nouvelle fiscalité. Alors, effectivement, c'est une révolution. C'est pas bien de parler d'une nouvelle fiscalité, mais un bon impôt, c'est un impôt avec une base large et un taux faible. Et donc, aussi aujourd'hui, de couper le lien entre les territoires et les recettes qui sont liées au développement du territoire, ça veut dire concrètement, nous ici, on doit accueillir une nouvelle ligne, la ligne LGV, une nouvelle gare, il va falloir construire, il va falloir faire des crèches, il va falloir faire des réseaux, etc. Et en fait, on va couper le lien entre le dynamisme qui était généré par cette activité et le financement qui va, en tout cas, on veut disjoindre au maximum. Donc, il y a vraiment ces questions-là. Il y a des décisions, Gwenel, tu l'as mentionné, supprimons le FCTVA, assujettissons les collectivités totalement, alors que parfois on le fait sur des activités, et bien automatiquement on fait baisser de 20% les factures d'énergie. Et on retrouve, et c'est aussi une logique de simplification, plutôt que de torturer la comptabilité publique, on a pu le faire pendant la crise Covid. Voilà, donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait une vision, mais ça veut dire aussi qu'il faut une méthode, ça veut dire qu'il faut prendre le temps. Et aussi avoir une vision qui permet de résister aux intérêts contradictoires et corporatistes, puisque c'est vrai que le monde territorial est assez éclaté, donc chacun gère et défend le point de vue des régions, des départements, les riches, les pauvres. Donc ça demande aussi, là aussi, une vision politique, stratégique et une méthode qui permette de régler une fois pour toutes ces questions, plutôt que de dire ah oui, il faut quand même baisser les prélèvements sur les entreprises. Tiens, on va supprimer la TP. Ah oui, il faut baisser donc on va supprimer la CVAE. Et on trouve des compensations qui n'ont aucun sens. Et donc on se retrouve avec des recettes procycliques
et on le sait, pour les départements, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que quand ils ont des crises, comme ils ont des recettes qui sont pas contracycliques mais procycliques, il y a là aussi un hiatus dans le financement. Bref, tout ça pour dire que il y a du travail, les solutions, je le redis, elles existent, mais pour ça, il faut une vision politique, stratégique, et nous, sur les territoires, on ne peut pas se résigner à cette vision réductionniste, et je le dis, mortifère, et j'ai, pour ma collectivité et mon pays, d'autres ambitions. Merci Philippe, tu viens de nous démontrer, s'il en était besoin, qu'on peut être passionné par la fiscalité locale. Gilles, peut-être une réaction très brève, et puis il nous reste une dizaine de minutes. On va ensuite passer la parole à Laurence pour qu'elle nous fasse part des réactions et peut-être des questionnements des gens qui nous écoutent. Réaction très brève. Déjà sur le premier thème, sur le choix entre performance et puis garder du gras, je crois qu'il faut les deux. On est peut-être allé trop loin quelquefois sur les démarches de performance, mais il faut garder cette base. Et j'aime bien l'expression value for money qui est utilisée dans le monde anglo-saxon. Il y a des prélèvements fiscaux, il y a de l'argent public, il faut que les citoyens, les contribuables en aient pour leur argent. Au-delà de toutes les crises, au-delà des stratégies. Ça, c'est essentiel et à mon sens, c'est la base déjà de la stratégie financière ou de gestion de la collectivité. Après, sur les visions et de savoir s'il faut garder du gras, comme disait Gwenel dans sa question ou pas, ça dépend vraiment, je crois, de la situation de la collectivité. Hein. Quand on est dans une dynamique très favorable, je vois à périphérie de Rennes, par exemple, on a une croissance de population, etc. Il y a des moments, effectivement, pour les équipements publics, il faut mettre beaucoup d'argent et c'est tout à fait logique d'avoir des finances un peu tendues, mais en sachant que de toute façon, il y aura des ressources supplémentaires. Quand c'est plutôt en déclin, effectivement, ça nécessite d'avoir beaucoup plus de prudence et d'optimisation. Sur les impôts, je finis sur les impôts parce que ça a été évoqué. Ils ont été supprimés. Ils sont supprimés depuis la taxe professionnelle. C'est cette démarche. On a des impôts locaux. Tout le monde dit qu'ils sont nuls. Ils sont nuls, archaïques, etc. C'est les quatre vieilles. Bon, on connaît la chanson ici. On ne peut pas les réformer. Puisqu'on ne peut pas les réformer, on les supprime. Et comme on ne sait pas par quoi les remplacer, on les remplace par, bon, il y a eu un bricolage qui a été fait avec la CFE et CVAE pour remplacer la taxe professionnelle. Maintenant, on remplace par des parties de TVA. J'en viens à me poser des questions, puisqu'on parlait de stratégie de politique nationale, si finalement la fiscalité locale, elle a un avenir. Est-ce qu'elle a un avenir? Est-ce que l'avenir, c'est pas effectivement et puisque c'est rendu possible depuis 2003, depuis la modification constitutionnelle, est-ce que c'est pas le partage des impositions de toute nature que se situe l'avenir du financement des collectivités, avec des impôts? Parce que sortir de alors l'impôt, ça a toujours un côté évidemment un côté négatif quand ça rapporte, mais avec des impôts effectivement qui soient peut-être avec des taux plus faibles, qui permettent de rapporter plus, qui soient modernes en fait et qui soient partagés. Et peut-être pas à l'échelon d'une commune, peut-être pas à l'échelon d'une intercommunalité, mais au moins à l'échelon régional. Et je ne sais pas si ce serait plus injuste de basculer à la limite. À la limite, moi je prends l'exemple des établissements publics et des universités. L'essentiel de leurs ressources, c'est de la subvention pour charges de service public. À part leur petit droit d'inscription, voilà, elles dépendent. Alors, ça nécessite de la négociation, etc. Ça permet aussi d'avoir des politiques d'aménagement du territoire que l'on n'a plus. Parce qu'effectivement, les riches sont restés riches avec la décentralisation et les pauvres sont restés pauvres. Donc, alors, je vous propose... Voilà. Merci Gilles. Je vous propose que on garde l'idée peut-être d'une prochaine table ronde sur cette question de la fiscalité et du lien avec le territoire, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Laurence, si vous êtes là, peut-être dans le temps qui nous reste, il nous reste 7 minutes, on va essayer de répondre brièvement aux questions qui vous sont remontées par le forum de discussion. Oui, écoutez, le débat a été enthousiasme et plébiscité. Je vais rebondir sur ce que disait Gilles à l'instant. Une question qui nous dit, en termes de ressources, lorsque l'on passe de l'impôt au tarif, avons-nous affaire à des citoyens ou à des consommateurs? Vaste débat qui pourrait effectivement donner lieu à une autre table ronde. Gilles, en 2 mots, parce que ça mériterait une thèse. Oui. Ce sont des services. Alors, il y a des services
Ça aussi, c'est un point de vue politique. Est-ce qu'on considère que c'est des services qui font partie de la solidarité locale? Et à ce moment-là, bon, on déconnecte le coût de ce service, en tout cas le prix qui est payé du service qui est fourni. Ou est-ce qu'on considère qu'effectivement c'est un service en plus? Et à ce moment-là, ben voilà, la collectivité, tout en subventionnant une partie du service, il y a peut-être une marge de progression sur la redevance. C'est au cas par cas? Céline, vous qui travaillez très régulièrement, tant avec des entreprises publiques que privées, le regard qui est le vôtre sur ce sujet? Est-ce que l'usager est un consommateur comme un autre? Alors, oui, on pourrait le considérer comme ça. C'est une approche possible. C'est d'ailleurs de là qu'est venue les logiques de l'OLF, de managérialisation aussi des dépenses publiques. Depuis Thatcher. Tout à l'heure, Philippe Laporte mentionnait son slogan favori, il n'y a aucune autre alternative, donc il faut qu'on fasse comme ça, avec l'idée qu'on était au service du citoyen et que celui-ci donc pouvait, en tant que comportement du consommateur classique, être exigeant sur plein de choses. L'autre perspective qui aujourd'hui ressort chez les anglo-saxons aussi, c'est de considérer que le citoyen est co-créateur de la valeur publique, à la fois lorsqu'il consomme le service, mais aussi quand il le design, s'il est consulté. Et c'est là que peut-être en termes de fiscalité, il y a un lien à faire avec la prise en compte du rôle des citoyens dans la fabrique de l'action publique. Je vais donner un exemple très concret. Lorsque la ville de Biarritz, par exemple, met en place un système d'information partagée pour que le citoyen qui est en voiture sache qu'à tel endroit, il y a un bouchon, donc autant qu'il passe dans un autre quartier, ou qu'il y a une défaillance de lumière quelque part, en fait, il produit de la donnée. Je ne suis pas forcément pour les technologies, mais c'est un exemple de co-construction, va produire de la donnée et en bénéficier en même temps. Et les attentes des citoyens a permis de formater aussi le système d'information par rapport aux attentes des informations dont ils veulent jouir pour pouvoir être dans leur territoire, en l'occurrence la ville de Biarritz. Voilà. Merci Laurence. Dernière question peut-être? Alors, Monsieur Laporte, je vous laisse la parole. Non, juste en deux mots, pour moi, ayant une conscience historique, la démocratie est née au XVIIe siècle en Angleterre avec le consentement à l'impôt. Et pour moi, cette distanciation entre l'impôt, le fait qu'on a supprimé la taxe d'habitation et que maintenant il y a un tout petit nombre, il n'y a plus que les propriétaires qui financent les services locaux, pour moi c'est un problème de démocratie locale. Et le fait qu'il y ait, évidemment, on peut fonctionner avec des dotations, avec des critères de péréquation, etc. Mais c'est une autre conception et la démocratie locale, pour moi, elle passe forcément par un impôt local avec des élus responsables du taux et du produit de cet impôt. Et peut-être que l'assèchement de notre démocratie, il n'y a pas que au niveau local qu'il faut repenser la question de la fiscalité. Voilà, mais il n'y a pas de démocratie sans consentement à l'impôt historiquement depuis le XVIIe siècle. Merci Philippe. Laurence, question courte, réponse brève. Alors, allez, réponse brève, je ne sais pas, mais vous avez parlé, Gwenaëlle, en tout début d'intervention dans votre avant-propos sur la stratégie de retranchement. Et cette stratégie de retranchement n'est-elle pas obligatoirement complémentaire à celle de la réduction des services si l'on veut diminuer les dépenses locales? C'est-à-dire agir à la fois sur la dépense et sur la recette. Ne pas juste rester au fond de son trou en attendant que ça passe, mais en travaillant aussi sur le périmètre des services publics. Qui répond de manière courte, Philippe? Très rapidement, oui, au bout d'un moment, comme l'a dit Monsieur Desmoulins, avec moins, on fait juste moins. Donc, il y a des démarches low cost où on va réduire l'offre, et puis au bout d'un moment, on va supprimer l'offre. Après, c'est une question de l'évaluation et de la nécessité de la politique publique. Là aussi, est-ce qu'on doit se résoudre à ça? Je le redis, il y a des collectivités et des strates de collectivités qui vivent dans un certain confort. Elles peuvent le faire. Mais quand on est en contact très direct avec la population, c'est quand même beaucoup plus compliqué de dire, évidemment, on peut fermer des écoles et on va dire aux gens, mais vous irez un peu plus loin, etc. Oui, et on le fait, mais on a l'impression qu'en fait, on le fait au quotidien depuis tellement d'années. Mais au bout d'un moment, il y a une question de niveau d'ambition du service public. Est-ce qu'on est-ce qu'on doit se résigner à cette, je ne sais pas si c'est de la sobriété, mais à
racornissement ou ce rétrécissement de l'action publique, ce que fait l'État depuis maintenant 30 ans, avec le succès que l'on sait. Merci Philippe. Laurence, je vais peut-être vous proposer de vous laisser le mot de la fin sur ces bonnes phrases, sur ces bons mots de Philippe, en remerciant Céline, Gilles et Philippe pour leur participation et leurs propos passionnants lors de cette table ronde. Absolument. Écoutez, le mot de la fin, c'est moi qui vous remercie au nom de la Gazette des communes d'avoir participé à cette table ronde passionnante. Merci à tous les participants qui nous ont suivis. Ils sont nombreux, en espérant que voilà, ça suscitera aussi des débats, des échanges dans vos propres collectivités et que ces pistes de solutions abordées vous auront été utiles. Merci à tous. Très bon appétit. Et nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau webinaire de la Gazette des communes. Bonne journée. Merci encore à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.